Et bienvenue dans ce live, on va donc commencer. Et je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Judith Davis. Bonjour tout le monde, salut Inès. Salut. Qui est donc là aujourd'hui avec nous pour parler de son film. Mais pas que, on va parler de plein d'autres choses, de théâtre aussi d'ailleurs, mais principalement quand même de Bonjour l'asile, qui est sorti donc dans les salles au cinéma en février et qui est encore en train de vivre sa vie de manière intense. Je crois. Oui, parce que tu fais beaucoup de rencontres, de débats, de projections évidemment, enfin de projections suivies de rencontres et de débats. Et écoute, peut-être qu'on peut commencer tranquillement avec une présentation. Moi, je me présente. Ouais, tu te présentes. Très bien. Et maintenant. Écoute, oui. Sauf si tu peux commencer par présenter le film. Non, je peux me présenter. Déjà, je m'appelle Judith. Je suis venue au cinéma après des années et des années de travail au théâtre. J'ai cofondé un collectif de théâtre qui s'appelle L'Avantage du doute il y a plus de 15 ans, avec 4 autres personnes, avec Claire Dumas, avec Mélanie Bestel, avec Simon Bacouche, avec Nadir Legrand. Et c'est un collectif de théâtre qui est particulier parce qu'on n'a pas de chef. Et voilà, on nous a longtemps dit les premières années, oui, c'est parce que vous êtes jeune, vous verrez, c'est un petit peu l'introduction à toute création future un peu plus sérieuse, sous-entendu quand le putsch aura eu lieu. Et le putsch n'a pas encore eu lieu, n'a pas eu lieu du tout en même. Voilà, donc ça fait même pratiquement 18 ans qu'on travaille ensemble et que la décision, que l'écriture, que la mise en scène, que la production et que le jeu, que la dramaturgie s'élaborent de manière collective et horizontale. Voilà, et Maxence Tual nous a rejoints il y a quelques années. Et c'est important pour moi cette aventure théâtrale parce que évidemment c'est un endroit où j'ai décidé dans l'organisation de notre travail de faire correspondre, on va dire, mes aspirations politiques ou en tout cas mon souci de la communauté, mon souci de l'intérêt public, mon souci d'un engagement citoyen que je ne trouvais pas ailleurs ou en tout cas dans lequel j'avais du mal à trouver ma place. Il s'est vraiment trouvé dans cet endroit-là de création collective avec comme finalité un spectacle vivant qui s'adresse en direct, ici et maintenant, devant des assemblées provisoires. Donc c'est magique. Alors on va revenir dessus, parce que j'ai 1000 questions sur sur cette façon de travailler. Et puis pendant tout ce trajet-là, donc on est en train de tourner notre 6e spectacle, de commencer à inventer la 7e pièce. Mais comme c'est une écriture collective, chaque membre du collectif écrit une partie du spectacle. Et moi, à peu près, quand on en est à notre 2e spectacle, j'ai eu besoin de creuser plus les sillons des recherches que je faisais, d'avoir des personnages qui prenaient plus de place, d'avoir des situations plus complexes, autrement dit plus de temps d'écriture. Et j'avais pas envie de prendre plus de place au théâtre parce qu'il y avait vraiment cet idéal démocratique, cet idéal commun. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à écrire des films, pour pouvoir avoir une activité plus poussée, un jeu en fait, de dire jeu à côté. Oui, parce que ce film-là, il a été écrit, donc c'est pas collégial. Non, pas du tout. Mon premier film, je l'ai fait exactement de la même façon. Ça s'appelle Tout ce qu'il me reste de la Révolution. Il est sorti en 2019. Et je l'ai écrit en parallèle de l'aventure collective au théâtre. Donc en fait, j'écris vraiment après, là maintenant, de manière très classique, avec une co-scénariste, sur des personnages que j'invente, avec des situations qui me sont complètement propres. Mais la différence et le lien avec cet esprit de troupe, avec cet esprit collectif, c'est que j'écris sur mesure pour les comédiens et les comédiennes de la troupe. Donc il n'y a pas de logique de distribution ou de casting. J'écris vraiment avec des gens avec qui, tout le reste de l'année, je réfléchis, je pense, je m'engueule, je partage des références, j'essaie de tenir debout dans ce monde d'une très grande violence. Et ça compte beaucoup pour moi de me dire que j'importe comme ça, dans cet art assez pyramidal qu'est le cinéma, une dimension collective et une dimension... et que j'apporte le dissensus aussi. Même si c'est vraiment mon scénario, je sais qu'il est aussi le fruit de des accords qu'on a pu avoir, et ce que j'en ai compris, et comment on a pu les dépasser, et continuer une relation de travail et d'amitié, même si on n'est pas d'accord sur tout, quoi. Non, parce que oui, pour préciser, il y a donc les acteurs, en fait, les acteurs dans le film, acteurs, actrices, sont les comédiens. Voilà, en fait, j'écris pour nous comme troupe. Donc il y a Maxence Tual, Claire Dumas, Simon Bacouche, Nadir Legrand, Mélanie Bestel et moi-même. Plus d'autres acteurs et d'autres actrices. Mais les rôles principaux, c'est eux. Et t'as jamais pensé à prendre Bon, t'as pas imposé ça à un producteur ou
En fait, mon premier film, j'ai pas réussi à le produire. Donc pendant un moment, il est arrivé cette question de mais si tu avais des gens connus, ça serait plus simple, ça rassurerait, etc. Et en fait, c'était trop loin de la façon dont moi j'avais commencé à écrire des films. J'ai pas commencé à écrire des films par fantasme de cinéma ou par envie absolue d'histoire. Il n'y a pas d'envie hors sol de cinéma. Pour moi, c'est vraiment un geste continu entre mon envie de changer le monde et ma façon de faire œuvre. Je le dis un peu pied dans le plat, ça peut être complètement naïf de cette phrase, mon envie de changer le monde, mais en fait, je décide de continuer d'assumer de dire des phrases comme ça. Bah oui. Je trouve ça toujours très intéressant, les carrières militantes, enfin, les parcours d'engagement, surtout à travers l'art. C'est quand même quelque chose que je trouve nécessaire. Parce que les sujets qui sont souvent quasi impossibles à aborder à travers vraiment la politique pure, quand on le fait à travers une œuvre artistique, c'est tellement plus facile parfois, je trouve. Ça change de paradigme. Et je l'ai vu parce que évidemment, je suis allée voir le film. Alors j'ai vu qu'un débat, mais de ce qu'on disait tout à l'heure, ça permet aux gens de poser des questions, de se questionner peut-être de manière plus, plus détendue qu'à l'Assemblée nationale, par exemple. Sur des sujets qui pourtant sont... Voilà, on va décrire les sujets du film, enfin aborder dans le film. Mais oui, je voulais revenir quand même à comment la Judith ado, et ensuite jeune adulte, est arrivée à ton engagement tout au long de ton parcours. Comment t'es arrivée à l'envie d'être artiste ? Est-ce que tu étais déjà artiste ? Est-ce que tu faisais un art quand tu étais plus jeune ? Et aussi dans ta sphère familiale, est-ce que c'est des personnes qui étaient déjà engagées ? Comment tu as mis le pied en fait dans l'envie de changer le monde comme ça ? Je pense que la question citoyenne, elle a toujours été présente. Ma famille est très politisée, donc c'était quand même... la question de l'engagement, elle était à la fois précise, elle était débattue, mais elle était aussi intime, parce que c'était vraiment c'était très organique, c'était vraiment la façon dont ça communiquait chez moi. Je pense même qu'il y a des choses... de l'ordre des relations humaines qui se sont dites avec des mots du politique et vice-versa. Il y avait une interchangeabilité, je pense, du domaine des émotions et du domaine de l'engagement. En tout cas, ça a créé chez moi quelque chose d'indissociable. Il y avait vraiment cet héritage aussi, peut-être qui vient d'une façon de s'engager des années 68, 70, où il y a un fantasme du tout politique. Mais il y a aussi un complexe. Parce que quand on est dans les années 80, dans une famille militante ou très politisée, il y a toujours ce poids de se dire qu'on a raté le moment où ça avait pu se passer. Enfin, moi, j'ai beaucoup grandi des années 80, 90, début 2000, avec cette idée que c'était l'heure de la déprime mondiale, que la révolution n'avait pas eu lieu, que ça serait jamais comme ça avait été dans les années 70. Une espèce de discours aussi, pas forcément toujours très joyeux, assez lourd à porter, qui en fait appartient à la nostalgie. Et j'ai mis du temps à me dire, ok, ça n'appartient pas nécessairement à la façon de s'engager, ça n'interroge pas les nouveaux modes d'engagement qui ont toujours existé en fait. Mais c'est quelque chose qui est en train de me parler de la nostalgie d'une époque, de gens qui sont en train de passer dans la deuxième partie de leur vie. Et ça prend beaucoup de temps de comprendre ça. C'est vraiment tout le sujet de mon premier film, qui est une comédie politique, une comédie romantique aussi, puisque j'adore mélanger les genres, mais qui interroge vraiment, à travers un personnage que j'interprète, la façon dont l'émancipation en tant que femme, en tant que personne, se fait aussi d'une compréhension de ce qu'est le politique. Comme quelque chose n'étant pas à opposer aux relations amoureuses, aux relations affectives, aux relations d'amitié. Voilà, comme quelque chose on ne doit pas hiérarchiser, en fait. Tout est imbriqué. Enfin, d'ailleurs, on le voit dans Bonjour l'asile aussi. Disons que grâce à mon premier film, j'ai réussi à revaloriser des choses que j'avais négligées pendant longtemps. Même si moi, j'ai toujours été quelqu'un qui est très fidèle en amitié, qui a construit et qui fait un collectif et qui est très fidèle aussi dans les relations de travail, etc. Donc j'ai toujours eu une pratique un peu contradictoire avec cet héritage politique que j'avais eu, mais j'avais toujours tendance à me dire c'est pas assez, la vie quotidienne est vraiment dérisoire par rapport à un engagement que je pensais toujours comme étant bon s'il était total, sur le mode du sacrifice, d'une façon de vivre absolue, tu vois.
Et grâce à le temps qui passe, la réflexion, les gens, et puis mon premier film qui parle de ça, j'ai pu penser à un deuxième film qui met vraiment sur le même plan des questions d'ordre émotionnel, des questions d'ordre psychologique, des questions de mode de relation, qui peut poser en même temps comment on vit et comment on s'aime, et comment on prend la parole publiquement, comment on fait agora et comment on change l'organisation collective. Tu vois ? Ouais. C'est que ça soit vraiment sur le même plan, là où moi, j'ai passé beaucoup d'années à me dire que c'était pas assez ce que je faisais et que vraiment avoir un appart, c'était appartenir à la bourgeoisie, point. Ah ouais, non, ouais. Voilà. Il faut être doux avec soi-même. Non, mais c'est pas facile, mais tout compte, vraiment. C'est de plus en plus dur avec les réseaux, en plus qu'on voit des choses absolument horribles qui se passent dans le monde, et tout, je pense, peut quand même apporter un peu de lumière et de déconstruction. Alors peut-être, parce qu'on va continuer, et moi j'oublie pas les questions que je veux te poser sur l'écriture purement collective. Est-ce qu'on montrerait pas la bande-annonce, je me dis, parce que c'est vrai qu'il est pas simple à résumer. C'est un bon signe quand quelque chose n'est pas simple à résumer, je pense. Il y a plein de sujets. Même moi, quand je devais le pitcher sur Instagram, je me suis dit, mais il y a tellement de sujets sur le genre, la charge mentale des femmes, mais aussi tout le poids qu'il peut y avoir sur les hommes. Le côté peut-être ville et campagne. Puis écologie, ultralibéralisme, bref, plein de choses. Oh, c'est tellement cool de te voir. Oui. Bonjour l'asile, c'est un film qui interroge nos choix de vie. Là, on arrive au potager. On essaye de tout faire en permaculture. C'est compliqué, mais c'est passionnant. Bah ça y est quoi, là, vous êtes prêts pour la fin du moment de famille quoi. Ça parle aussi du couple moderne. Je les mets où, les buddies? Elle est où, la boîte de Pirate Attack? J'ai pas trouvé l'homme tarde. Lisa! C'est également une ode à l'amitié. J'ai pas fait le choix de la petite mamie merdeuse qui a rien d'autre à proposer, ça c'est sûr. Parce que là, tu te racontes le Père Noël avec tes cabanes. Va-t'en, sale stalinienne, grosse snob. Il y sera même question d'un promoteur engagé. Bah qu'est-ce que vous foutez là? Notre 5 étoiles s'inscrit dans un projet éco-conscient, 100% décarboné. Non, on ne part pas. Mais Bonjour l'asile, c'est avant tout un film qui parle d'un asile. Grosse maman, bonjour. Ça va? Vous papotez bien? Bah non, on papote pas, Cindy, c'est un arbre. Mais où les fous ne sont peut-être pas ceux qu'on croit. C'est quoi ce bordel? Vous m'avez l'air très à cran. Je comprends pas. Je comprends pas. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que ça parle de gens qui cherchent à retrouver du sens. On n'est pas que des amoureux, on est aussi des citoyens, on continue à faire société, même chez nous. La loi, c'est la loi. Vulve. Vulve. Amaury, est-ce que tu te sens de te lancer avec nous, là? Vous aviez pas plus con comme nom? Non, sinon on l'aurait pris. Le film, il commence et on comprend qu'il y a une histoire d'amitié. Et ça, tout de suite, je trouve ça vraiment beau, parce que au cinéma, même s'il y a de tout, il y a quand même beaucoup d'histoires d'amour. L'amitié, c'est quand même très important. Et quand ça se passe pas bien, je trouve ça très très beau. Comme l'amour. Donc il y a l'amitié, il y a le couple, on le voit très vite, la charge mentale, et ce tiers-lieu, le HP donc, qui est là. Est-ce que tu veux déjà un peu présenter le décor du film? Ouais, je peux peut-être dire Bonjour l'asile, déjà parler du titre. Bonjour l'asile, c'est un titre qui fonctionne à la fois comme une façon de parler du monde d'aujourd'hui qui serait comme un peu un asile à ciel ouvert. Donc il y a une façon de dire Bonjour l'asile, vu la folie à laquelle moi j'ai la sensation de me confronter chaque jour. À commencer par l'hypocrisie politique, le tout numérique. Enfin, il y a vraiment, on peut en parler longtemps. Et on commence le film dans une énergie assez dingue où le personnage se fait hurler dessus par une multitude de voix off, du téléphone à la gare. Donc c'est vraiment cet asile dans lequel moi j'ai la sensation de vivre, et c'est vraiment Bonjour l'asile. Et puis effectivement, l'asile du titre, c'est aussi cet HP, cet ancien hôpital psychiatrique qui est devenu une association gérée par un collectif de femmes qu'elles ont rebaptisé en hospitalité permanente. Donc elles ont gardé l'HP comme acronyme par humour, je pense, ou en tout cas
envie d'interroger vraiment ce qui fait santé mentale dans notre société. Donc l'asile du titre, c'est aussi ce refuge magnifique où vont converger un certain nombre de personnages. Donc effectivement, c'est un film qui ouvre plein de portes. Une des portes, c'est l'amitié. C'est une amitié de 2 femmes qui ont une petite quarantaine d'années. Et cette amitié de travail et affective est entravée parce que l'une d'entre elles a 3 enfants. Et ça crée effectivement un fossé terrible dans leur relation. Et puis, il va converger aussi vers cet HP Amaury, qui est un promoteur qui, lui, veut racheter ce lieu pour en faire un hôtel de luxe. Et donc, à travers tous les personnages et le lieu lui-même, ce qui est interrogé dans le film et ce qui est le fil conducteur de toutes ces thématiques, si on peut dire, de tous ces motifs, ça va être vraiment la domination et la marchandisation des êtres, de la nature, des lieux, comme étant vraiment générateur d'une destruction totale. Donc on va dire ça, c'est le grand message, en gros, qui va être un peu développé dans tout le film, mais interrogé à travers une relation de couple. Donc c'est Elisa et son mec et ses 3 enfants au milieu. Est-ce que lui, qui est un grand militant écologiste, est-ce que être un militant écologiste fait de nous un féministe ? Pas forcément. Cette relation d'amitié avec mon personnage Jeanne, qui elle n'a pas d'enfant et qui se retrouve dans une détresse face à cette amitié perdue, etc. etc. Ouais. Non, parce qu'il y avait 2 petits extraits. C'est pour un peu planter le décor pour justement la personne qui n'a peut-être pas vu le film. Donc voilà, l'arrivée donc de ton personnage, Jeanne. Des petits pois, des fraises, des framboises, des herbes aromatiques. Là, tu as la réserve d'eau, indispensable, Évidemment. qui est filtrée par toutes ces plantes là, qui assurent un lagunage naturel. Là, tu as le compost, bien sûr. J'en reviens pas. Là, les panneaux solaires qui alimentent la maison en eau chaude, à condition qu'on prenne des douches pas trop fréquentes et pas trop longues. Vous avez tout lancé en même temps, quoi, en quelques mois. C'est Tu me donnes envie de répéter ça. Ah, c'est fou. Ils sont fous, tes parents. Puis tu sors du boulot, t'es là, quoi. Voilà, T'es pas sur la 86 comme un connard. Juste pour montrer ces 2 personnages, donc Elisa et Jeanne. et Bastien, il s'appelle Bastien, voilà. Ouais. Et Jeanne et Bastien, qui arrivent donc dans leur très belle maison quand même. Et ça qui est intéressant aussi, c'est que ça questionne, c'est vrai, alors je sais pas s'ils sont parisiens à la base, mais en tout cas le côté Parisien, ouais. parisien, qui vont s'installer en Ils effet. habitent à Bagnolet même, Ah oui, dans c'est les vrai parisiennes. Bagnolet. Et qui vivent une vie écolo. Ils partent parce que lui travaille au Conservatoire du Littoral, il y a un engagement écologiste et il a envie de vivre de façon plus cohérente avec ses convictions. Donc c'est vraiment cette idée. Et moi j'ai plein d'amis qui ont fait ça après le Covid, mais aussi avant. Moi j'avais commencé à écrire le film pendant. Enfin c'est pas du tout lié à cet épisode-là, mais ça fait 10 ans que moi j'ai plein d'amis qui quittent Paris, qui quittent la banlieue, qui quittent la ville pour s'installer à la campagne et essayer d'être beaucoup plus autonome en énergie, de se remettre un grand mouvement de retour à la terre dans une perspective décroissante. Donc on est vraiment là-dedans, on est vraiment dans ce couple, mais c'est pas de la bourgeoisie non plus. On n'est pas sur des bobos qui vendent une baraque hyper chère dans le Montreuil cher et qui s'achètent une baraque hallucinante à la campagne. Pas du tout, c'est une jolie maison, mais ils sont en travaux, c'est lui qui les fait. Enfin, c'est aussi une classe sociale dont j'avais envie de parler, qui est pour arrêter de cliver les gens, les néos, les ruraux, parce que c'est pas des choses qui sont toujours évidentes. L'installation à la campagne, il faut avoir plein d'amis, même dans la Drôme, qui sont installés, il y a ces méfiances réciproques. Il y a aussi une tradition de gens qui sont obligés de partir parce qu'ils peuvent plus se loger là où ils ont grandi. Enfin, on est tous à des endroits différents de la gentrification. Et sur ces départs à la campagne, c'est pas des gens qui ont les moyens de s'acheter une grande maison toute refaite et tout ça. Donc, on le voit bien dans la manière qu'il a de faire. C'est des grandes discussions d'ailleurs avec le chef d'éco, de savoir à quel endroit vraiment social on se place. Quoi. Ah oui, bah oui. Oui, bah, on se dit que ils vivent bien, qu'ils ont quand même des installations, pour être un peu en auto. Ouais, ils ont mis des panneaux solaires, voilà, des récupérateurs d'eau de pluie. Il faut quand même des moyens pour faire ça. Pas forcément. Enfin, j'avoue. Non, pas forcément. Toute ma famille, beaucoup de ma famille fait partie du premier, pas du tout, c'est vieux comme le monde, mais d'un mouvement de retour à la terre des années 70. Ah, ok. Et ils ont tous des récupérateurs de pluie et des maisons qui bricolent et ça dure toute une vie, mais non, c'est pas des installations qui demandent
beaucoup d'argent à récupérer Ok. d'argent de plus. Sur le côté donc amitié et vie qui prennent des chemins un peu différents. Une des amies qui a donc 3 enfants, Jeanne qui elle ne veut pas d'enfants. Il y a une scène d'ailleurs où ils sont en train de prendre un petit apéro et qu'elle se fait un peu prendre à partie par donc un autre personnage qui est un peu le personnage, donc j'ai pas envie de dire méchant parce qu'il n'y a pas de méchant et de gentil, c'est ça qui est important à dire quand même dans ce film, mais qui est un peu là, comment on pourrait décrire ? Une bourgeoise avec Ouais. des repères très classiques dans ce que c'est que mener sa vie. Un peu ultra-libéral. Elle, c'est une entrepreneuse, Ouais. donc il y a il y a de l'argent et puis il y a un mode de vie qui correspond à ce qu'elle pense être la norme, donc la famille, une maison, elle a l'argent, elle a enfin voilà. Donc pour elle, il n'y a pas eu d'interrogation, en tout cas pour ce personnage, pour savoir si des femmes de 40 ans qui n'ont pas d'enfants, pour elle, c'est forcément qu'on est victime de quelque chose, que ça ne peut pas être un choix. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu pendant des années, qu'on me demande régulièrement si j'avais des enfants, et qu'on s'inquiète ou qu'on ait l'impression d'avoir gaffé quand je répondais « non, j'ai pas d'enfants ». Ouais, non mais c'était bien, cette scène vraiment, je me suis dit, elle peut faire vraiment du bien, comme vraiment beaucoup de scènes, enfin, toutes les scènes de ce film, mais pour tout le monde en fait, ça qui est vraiment intéressant. Bah, en plus, c'est une comédie, donc il faut quand même dire Oui, qu'il y a c'est quelque chose qui nous permet de rentrer dans toutes ces préoccupations de manière main dans la main, quoi. C'est vraiment... après, la comédie, c'est un cheval de Troie quand on essaie de faire du cinéma engagé, en allant au bout des questions, en restant pas seulement en surface. C'est pas des prétextes c'est pas des décors, en fait, pour parler de trucs dont on a déjà parlé dans 1000 films, et juste là, c'est le décor de l'engagement ou d'un tiers-lieu, ou de... Voilà. Pas du tout, mais je veux dire, la comédie fait du bien, la comédie... donc, effectivement, on s'excuse souvent à mon personnage de lui avoir demandé si elle avait des enfants, vu que je réponds toujours non, puisque mon personnage n'a pas d'enfants. Oui. Ouais, c'est vrai que pour la comédie, il y a vraiment des moments... en fait, tout le film, il passe, c'est vrai, de moments où on sent que, voilà, enfin, c'est drôle, parce que la vie, en fait, c'est quand même parfois drôle, même si c'est des tragédies drôles, enfin bon, il y a quand même de l'humour, faut le prendre comme ça. Mais aussi des moments très profonds, et ça passe de l'un à l'autre, d'ailleurs tout le début, où tu suis un peu, donc ton personnage Jeanne suit Elisa un peu, et on découvre la maison. Et à chaque fois, elle dit ce qu'elle a fait, peut-être tu dis, mais moi aussi j'ai fait ça, en ce moment il se passe ça, et donc on sent qu'il y a un peu une compétition, quoi, enfin, pas vraiment une compétition, mais je sais pas, chacun raconte un peu son quotidien, et on voit un peu le fossé, ouais, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a plus du tout de points communs, alors qu'on comprend assez tôt dans le film que ça fait qu'elles ont monté une association ensemble, à Bagnolet, dans une cité, qu'elles travaillent avec les habitants, qu'elles font des livres, qu'elles passent par... C'est un peu une mise en abîme de peut-être ce qu'on fait, nous, avec le collectif. Enfin, en tout cas, j'essaie souvent d'avoir un ancrage comme ça, familier, avec ce que je peux faire par ailleurs. Et là, cette amitié avec le personnage d'Elisa, qui est interprétée par Claire, qui est une amie dans la vie, il y a vraiment toute une exposition, on va dire, de la relation, où plus elle décrit qu'ils ont une dépendance en bois paille-boue entièrement autonome, et que c'est lui qui les construit en allant chercher du bois sur la ZAD à Notre-Dame-des-Landes, en ayant... Et en fait, Jeanne, elle vit à Bagnolet dans la cité, donc elle va pas du tout quoi répondre. Donc elle dit, nous, on n'a plus de subventions, et donc du coup, effectivement, on a encore une baisse, voilà, depuis que 94 est passé à droite, c'est vraiment la merde. Et ben voilà, nous, en fait, on va installer un poêle à bois, mais bon, on n'est pas complètement... Voilà, donc je veux dire, la discussion ne prend pas. C'est vraiment deux personnes qui peuvent faire la liste pendant des heures de leur quotidien, et à la fois, c'est drôle parce que elles sont sur deux planètes, et elles essaient de se parler comme elles se sont toujours parlé, et il n'y a pas de pont. Ouais, il faut repasser par une autre étape. Ouais. Pour voir les deux personnages, donc le personnage d'Amaury et de comment s'appelle Cécile ? Non, Victoire. Voilà, donc l'idée, c'est de commencer par une grande double page de tes dessins, et ensuite d'introduire directement la pluralité des points de vue. Ok. Ce que je... Voilà, mon petit chat. Vas-y, mon petit chat, pour écouter. Donc, en prologue, je pensais commencer par le texte d'Hannah Arendt, que tu connais. Bien sûr. Ouais. Voilà. Ou sinon, j'avais une autre idée, ça serait éventuellement de commencer par le texte de Marguerite Duras, sur cette idée que... Ouais. Sur cette idée que la perte du politique, c'est avant tout une perte de soi-même. Oh, mais qui voilà! Bonjour. Bonjour, mademoiselle! Bonjour!
Comment elle va? Elle va très bien, merci d'être venue. On peut pas dire que ce soit loin. Voilà, ma chérie. Tu vas être bien avec Joël. On va bien s'amuser toutes les deux, hein. Je viens te chercher à 5h, ma chérie. Nous, on va aller se promener, hein. Voilà. Oui. Au revoir, maman. Hein? Allez, on fait au revoir. On fait un grand au revoir à maman. Au revoir, maman. On va se promener, nous. Puis on va bien s'amuser. Hein? Oui, travaille bien, maman. Au revoir. Allez. Oh. Alors, Hannah Arendt. Non, là j'en étais à Marguerite Duras. Merde, j'ai pas redit à Joël pour les bandes. Charlotte doit faire des analyses de sel, on doit lui scotcher l'anus avec des bandes anales, mais alors évidemment, depuis qu'elle doit faire des analyses de sel, elle est constipée. Oui, Joël, excusez-moi, pardon, j'ai oublié de vous redire, n'oubliez pas de scotcher les bandes anales de Charlotte, elles sont dans la petite poche du sac devant. Merci. Excuse-moi, Marguerite Duras, la perte de soi-même. Tu montes tes maquettes? Ouais. C'est tout? Bah, je sais pas, on a 3 jours, je voulais déjà que tu me valides une direction. Ouais, enfin, on a 3 jours. On est vendredi midi, t'es môme départ dans 1 heure. Ouais, bon, pour nous, ça change rien, tu sais. Ils sont hyper autonomes. Hein. Ou pire, je traquerais pour un petit dessin animé exceptionnel. Tu vas pas me dire que tu soutiens pas la grève. Pourquoi c'est pas Bastien qui gère ça, sérieux? Je suis à la maison, c'est quand même plus pratique. Hein. Pourquoi c'est pas lui qui s'occupe d'amener Charlotte chez Machine, de s'occuper des 2 grands? Mais Jeanne, il bosse. Mais et toi? Qu'est-ce que t'es censé faire, toi, dans ta vie? Qu'est-ce qu'on est censé faire ce week-end? Notre livre, c'est pas du travail? Tu sais combien d'heures de travail il y a là-dedans? Bah oui, je sais, mais je sais pas, c'est juste que j'ai plus de temps que lui, voilà. Mais arrête de dire de la merde, t'as aucun temps. Tu passes tes journées à te faire gueuler dessus par tes mômes qui veulent du poisson carré, ton mec qui veut de la lessive propre. Sérieux, Lisa, c'est pas parce que c'est écolo, 0 déchet et compagnie que tu te fais pas exploiter Arrête, la gueule, hein. stop. Bon, t'as un dessin à montrer? Pour l'instant, non, j'ai rien à te montrer. T'as arrêté de dessiner? Non. Non, c'est juste que ici, je dessine quand je veux, c'est différent. J'ai plus envie d'être soumise à une rentabilité permanente. Voilà, c'est tout. Ouais, parce que tu crois que t'es pas rentable à scotcher le cul de ta fille et à pas aller foutre à la cantine? Tu sais comment ça s'appelle, du travail gratuit? Putain, 3 quoi. Sérieux, pourquoi 3? Ah bah ça, c'est sûr que toi, tu peux pas comprendre. Quoi, j'ai pas d'enfant, je peux pas comprendre, c'est ça? Eh bah vas-y, dis-le! Eh ben non, je suis désolée, non, tu peux pas comprendre. Cet amour, tu peux pas le comprendre. Ce lien, tu ne peux pas le comprendre. Non, je peux pas comprendre! Je peux pas comprendre qu'on se méprise tellement, qu'on se rue comme ça sur une vie interchangeable de mère au foyer du 19e siècle, quand on est doué comme toi, quand on a fait tout ce qu'on a fait, quand on s'est battu comme on s'est battu pour l'assaut. Non, franchement, je peux pas comprendre. Jeanne, je veux juste me réapproprier mon temps. Mais tu te réappropries rien, là! Arrête de crier tout le temps, arrête de me gueuler dessus. Puis c'est pas en plantant des carottes que tu vas empêcher Total de polluer, hein. T'as tout déserté. Non, c'est toi qui as tout déserté. C'est pas de ma faute si t'as rien investi. J'ai rien investi? Moi, j'ai rien investi? Et l'association? Et nous deux? Écoute, on a plus 25 ans, je suis désolée. Arrête. Jeanne, t'es hyper tendue, t'es en harmonie avec rien. Non, mais j'ai pas fait le choix de la petite mamie merdeuse qui a rien d'autre à proposer, ça c'est sûr. Hein, parce que là, tu te racontes le Père Noël avec tes cabanes. Va-t'en. Elisa, t'es une immense artiste. Va-t'en, sale stalinienne. Grosse snob. T'es addict au travail parce qu'il y a rien dans ta vie. Tu bouffes de la merde. Tu respectes pas ton corps, y a rien. Y a pas d'amour dans ta vie. Ah ouais? Parce que te demander où sont rangés les trucs, c'est t'aimer peut-être. Casse-toi! Et c'est là d'ailleurs que ça initie en fait la suite du film où Jeanne va donc vouloir repartir, sauf qu'en fait elle ne peut pas repartir, et elle reste, et elle va aller dans le tiers-lieu. Ouais, alors c'est ça. Enfin, si j'ai résumé. Elle se retrouve à l'HP parce qu'elle n'a pas l'argent en fait de rentrer chez elle. Parce que changer un billet au dernier moment, selon les week-ends, ça peut aller jusqu'à 220 balles le billet. Enfin, des délires. Parlons-en de la SNCF. Parlons-en de ce monde où le prix du billet répond à la loi du marché, ce qui est quand même un énorme problème. Donc le personnage est obligé d'aller dans prendre une chambre dans cet endroit où on peut mettre des chambres à disposition. Comme c'est plus qu'un tiers-lieu, c'est plutôt un foyer d'accueil. Je me suis beaucoup inspirée de lieux comme le Palais de la Femme dans le 11e ou la ZAD. En fait, j'ai rassemblé plein de lieux qui m'inspiraient. Parce qu'aujourd'hui, tiers-lieu, c'est une option que j'ai concédé au scénario parce qu'à un moment donné, il fallait avancer dans les dialogues, mais moi, j'ai j'ai un peu vu tout dire. Dans les articles et tout ça, c'est beaucoup écrit que c'est un tiers-lieu.
Au début, je disais ZAD, mais après, je me suis dit ZAD aussi. C'est pas une ZAD parce Ouais. que en fait, ça deviendra peut-être à la fin du film. C'est une zone à défendre si la zone elle est menacée. Là, en l'occurrence, c'est clairement un foyer d'accueil, en fait, comme tu peux avoir une maison. Un foyer. Bah après, on regardera après la scène aussi où on voit Amaury, qui est donc cet entrepreneur qui veut donc en fait racheter cet endroit et en faire alors quelque chose de très différent. Ouais. Pas dans la même vibe. Non. Et donc on regardera l'extrait. Mais déjà peut-être quand même clôturer donc sur ce sujet donc de l'amitié et aussi de la charge mentale parce qu'on le voit dès le début, encore une fois de manière très subtile et très bien fait, où on voit que donc le mari de Elisa, il veut bien faire. Enfin, vraiment. Et je trouve que c'est un sujet intéressant. Parce que c'est pas en fait les hommes pas déconstruits, les hommes déconstruits. En fait, parfois on essaye et puis c'est compliqué. Donc il essaye, mais on voit qu'en fait elle a quand même beaucoup de charge mentale. Bah, elle a une charge mentale, une charge domestique totale, mais c'est effectivement cet endroit qui est un peu gris parce que moi j'ai mis beaucoup de temps, il a fallu que je le comprenne, que je découvre Titu Lecoq, Victoire Toyon, que je découvre aussi et que je me forme en tant que féministe pour comprendre que tous nos alliés, nos amis, nos amoureux, même des gens avec qui moi j'ai pu militer, avoir une conscience de classe ou de notion de service public et de bataille pour ça complètement liées et main dans la main, et le moment où les enfants arrivent et où les modèles familiaux s'imposent et s'installent, et ben ça explose le truc, et en fait il n'y a absolument pas de lien entre l'engagement écologiste de Bastien, qui est sincère et qui est un mec super, comme on peut le dire, quoi, je mets des guillemets, et le fait qu'il considère sa maison aussi comme un lieu du politique. Donc ça, c'est vieux comme le féminisme, c'est-à-dire cette bataille pour que tout le monde puisse concevoir le foyer, le lieu du privé, comme étant aussi un lieu où il y a des rapports de domination et donc des rapports de classe. Donc effectivement, et ça pour lui, il a tellement l'impression d'être un mec bien et de s'engager que c'est presque comme si c'était une nécessité supplémentaire pour prendre conscience que en fait, oui, c'est un rapport de dominant qu'il a avec sa femme parce qu'elle travaille à la maison, elle est artiste, mais donc, et voilà. Et là, c'est la pente glissante parce qu'elle s'occupe des enfants, elle s'occupe de tout. Elle est à la maison, donc c'est quand même beaucoup plus simple de lancer la lessive, le lave-vaisselle, le truc, et puis elle se met à être cette femme du 19e siècle, cette ménagère, voilà, ce modèle hérité. On va montrer ce petit extrait, justement. J'ai dit à Pablo que c'est toi qui irais le chercher demain. Ce serait peut-être bien qu'on soit deux à installer des repères. Et pour ça, il faudrait peut-être que j'en ai des repères. Tu te casses avec ton sac, tu reviens 4 jours plus tard. Bah oui, je t'ai dit que j'avais besoin de temps pour moi. Il se passe quoi, Elisa, là? Alors il se passe que si je range pas, ça reste là. Si je ramasse pas les trucs, on marche dessus. Oh! Le sol colle! Et ça, est-ce que tu le vois, ça? Non, c'est juste pour comprendre. Est-ce que ton œil est capable de le distinguer? Ou bien alors ton cerveau te leurre et reconstitue le décor autour de cet objet pour te faire croire depuis 6 mois que c'est parfaitement normal d'avoir un mètre mesureur dans une corbeille de fruits? Et à noter que je m'en fous complètement de ce mètre mesureur! Mais alors, pourquoi on en fait tout un plat? C'est pas intéressant. Non, c'est pas intéressant! Et pourtant, c'est ma putain de vie de chaque jour de m'occuper et d'organiser le rangement de trucs pas intéressants parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse! Je comprends pas ce qui s'est passé. On a quitté la rue des Haies. J'ai accepté de venir ici pour surtout pas me retrouver dans l'état dans lequel j'étais rue des Haies. Et rien n'a changé. Pourquoi? Enfin, je sais pas, dis-moi! Mais je sais pas. J'en ai marre que tu me fasses passer pour le macho de base, là. Le mec complètement débile qui voit pas... Mais on s'en fout de ça, quoi! Tu ressembles, toi, je te parle de moi, là! Mais je l'aurais fait. Non! T'aurais profité de la tranquillité de m'avoir moi qui l'aurait fait avant! Bon, bah, c'est pas de ma faute si on n'a pas la même tolérance au bordel. Ah, putain, la boucle, Bastien! On est dans une putain de boucle! Écoute, Elisa, je fais les courses, je fais la vaisselle, je construis une dépendance. Mais parce que ça te plaît!
Donc je devrais culpabiliser parce que ça me détend de clouer des planches? T'as déjà réservé un billet de train? Pris un rendez-vous chez le pédiatre? Lavé le porte-savon? Trié des vêtements trop petits? Su qu'il fallait le faire? Putain, la scène de ménage où ta passivité me force à te reprocher des trucs qui ne m'intéressent pas. Je suis tout le temps piégée. C'est tellement dégueulasse. Mais tu fais tout avant moi aussi, et après tu me reproches de pas l'avoir fait. Et quand tu fais exprès de pas le faire pour que je le fasse et que je le fais, tu me reproches de mal le faire. C'est vrai. Bah oui. Alors lâche un peu la baraque et peins. Bah, j'y arrive plus. Je suis tout le temps coupée par les enfants, le déjeuner, le putain de sortie d'école de 16h. Je sais. Mais moi je peux pas finir plus tôt. Et tu veux pas laisser les enfants à l'étude. Bah, j'ai changé d'avis. Hein? Bah, je croyais que tu les trouvais nuls au périscolaire. Alors, Achille, Pablo, cantine tous les jours. Et leurs allergies? Et c'est de la merde à Lucie Aubrac. Bah, je sais pas, tu les fais bouffer. Et je travaille, moi. Oui, moi aussi, je travaille. Et je dois gagner de l'argent. Je te l'ai pas demandé. Non, tu m'as juste dit qu'il fallait pas que j'oublie de peindre parce qu'une femme au foyer, c'était pas très excitant. J'ai dit ça, moi. Alors, lessive, soit on rachète de l'Indus. Ah non, c'est pas biodégradable. Ah bah, soit c'est toi qui l'as fait. Avec les autres produits ménagers, ça fait 2 réassorts par semaine. Je te préviens, c'est du taf. Hein. Tu me diras. Les courses, je sais pas, je mets Bastien mardi, Elisa vendredi. Et les rendez-vous médicaux, bah, je fais la semaine A, tu fais la semaine B. Non mais attends, tu vas tout noter, là? Bah oui, c'est un planning, hein, comme à ton travail. Mais je comprends pas. Tu vas tout réglementer? Mais c'est pas réglementé. Ce que je te propose, c'est négocier notre emploi du temps et répartir 50-50. Déjà que tu me laisses la responsabilité, la honte de mettre ça sur la table. Quoi? Non mais je suis d'accord, t'as complètement raison. Il faut prendre conscience de tout ça, c'est super important. Et je vais prendre ma part encore plus, mais je pense que les évolutions, elles vont se faire d'elles-mêmes. Pas en étant rigide comme ça. Rigide? Et puis négocier. Elisa, tu m'accorderas que ça fait pas penser à des rapports amoureux comme vocabulaire. Mais parce qu'on n'est pas que des amoureux, on est aussi des citoyens, on continue à faire société, même chez nous. Mais si, on négocie le travail et on le répartit à part égale justement pour pouvoir être des amoureux le reste du temps. Ok. Je vais faire des efforts. Mais Bastien, c'est pas des efforts ce que je te demande. Non, mais laisse-moi m'exprimer avec mes mots aussi. Pardon, excuse-moi, t'as raison. Merci. Allez, viens. Alors, c'est bon, tu reviens à la maison? Pas pour l'instant. Extrait de cette scène où il y a une mise au point. Une mise au point. Une mise au point qui est assez nécessaire. Et il y en a pas mal dans le film, donc je transite, parce que là c'est une mise au point donc, sur le couple. Mais il y en a une plus tard aussi, et tout au long du film en fait, dans ce lieu qu'est l'HP. Parce que, évidemment, ce lieu repose sur la communication, l'écoute. Et j'ai bien aimé dans la bande-annonce, d'ailleurs, tu dis en gros qu'on peut penser que c'est eux les fous, les gens qui sont dans l'HP, parce qu'ils sont habillés de manière peut-être plus extravagante que ce qu'on verrait au quotidien. Ils font des choses autour d'arbres, ils se font des réunions. Et en même temps, après, on voit aussi Amaury, donc le monsieur entrepreneur, qui pète un câble et qui a aussi l'air d'un fou. Enfin, qui est le fou? C'est très bien fait, ça. Bravo. Et donc, il y a aussi des moments de communication très belles, je trouve, au sein de l'HP, que ce soit entre les deux amis qui vont se réconcilier, Amaury qui, lui, va aussi se déconstruire d'un coup dans cette scène à la fin. Et donc ça, comment t'as écrit ces scènes, pensé ces scènes, et surtout, vraiment, comment t'as fait, moi, je trouve, pour avoir cette écriture tellement subtile. Non, mais je te jure, je vous jure, je sais plus à qui parler. Non, mais franchement, c'est rare de voir sur des sujets qui sont vraiment, moi je trouve, pas très faciles à aborder. Ouais, qui sont très casse-gueule en fait. Ouais, casse-gueule, tu peux blesser facilement quelqu'un, même si, bon, on a envie de dire, ça va quoi. Mais en fait, non, il y a des gens qui sont plus sensibles, pas encore déconstruits ou en... Et t'as réussi, je trouve, à le faire avec une douceur, une bienveillance, tout en étant, en étant engagé.
En fait, j'ai plusieurs objectifs quand j'écris. J'ai ce que j'ai à dire, j'ai les réflexions que j'ai envie de partager avec le spectateur, les questions que j'ai vraiment envie qu'ils se posent. Et au fond de mon cœur, j'ai envie que tout le monde se déplace, que tout le monde puisse se dire mais comment on vit ? C'est pas du tout normal. Moi, je suis tout le temps en train de m'interroger pourquoi on habite les uns au-dessus des autres, pourquoi on doit tout le temps se mettre allongé à côté d'un mec dans le même lit si on est hétéro. Enfin, tu vois, tous les trucs qu'on fait par réflexe. C'est vrai que j'ai l'impression qu'on vit la comédie de la vie, et encore plus quand on arrive à un certain âge et qu'on fait famille. C'est quelque chose, moi, qui me perturbe beaucoup. Et dans cette hospitalité permanente, dans ce foyer d'accueil, j'avais envie de construire un lieu qui soit à la fois un refuge pour tous les gens fragiles, mais qui sont pas fragiles parce qu'ils sont fous ou débiles ou malades. Ils sont fragiles parce que la société, elle est ultra violente et qu'elle fragilise les gens qui décident de pas marcher dans le rang. Donc, c'est pour ça que c'est un lieu qui accueille des femmes, des colonies de vacances avec des jeunes. J'avais aussi envie de réunir dans le cadre et ça va peut-être répondre à la question pourquoi les gens issus de classe moyenne ou sub dans les collectifs écolos militants. Moi, j'avais vraiment envie qu'il y ait toutes les classes sociales représentées dans cet HP et des classes sociales qui ne s'excluent pas les uns les autres de certains combats. Parce que dans l'époque contemporaine et la manière dont les médias mainstream se frottent les mains de séparer tous les gens qui ont envie de changer cette société qui est quand même destructrice et extrêmement déshumanisante, séparer les combats et bien te rappeler que si tu viens de tel milieu socio-culturel, ton combat c'est celui-là, mais pas celui d'à côté, ça reste une façon de diviser pour mieux régner. Moi, j'avais envie dans le cadre qu'il y ait des gens qui viennent de partout, des jeunes dans tous les films, on va les associer à un combat qui va être celui de la misère sociale ou des violences policières. Quand on est un bobo blanc, machin, là, on va s'occuper de la question écologiste. Voilà, donc dans ce lieu-là, j'avais envie qu'on interroge à la fois nos façons de vivre, à la fois nos façons de faire couple, à la fois nos façons de traiter la terre. Et avec des gens ultra différents et que ça lave notre regard et que ça fabrique des images qu'on n'a pas toujours déjà vues dans ce monde où l'image est exponentielle, très redondante, très tautologique. Donc du coup, l'HP, il fabrique ça, il fabrique du croisement, il fabrique de la rencontre tout le temps. Et aussi... Et non, voilà. Moi, je sais que j'ai eu une discussion avec un des acteurs qui joue dans l'HP, Slim El Edli, qui joue un moniteur de colo, qui vient avec ses petits gars, ses petites nanas, dans cet endroit-là. Moi, je m'imagine toute une backstory, comme on dit dans le jargon, toute une histoire qui n'est pas dans le film, où ça fait des années qu'ils viennent. J'ai très envie de voir des jeunes et des enfants dans un endroit qu'on va, dans nos imaginaires, associer à des balacouls, à des je sais pas quoi, et de mélanger en fait tout ça, comme je viens de dire là pendant 5 minutes. Et Slim, quand je l'ai rencontré sur un plateau de théâtre, il est à la fois comédien, mais il est aussi éducateur à Belleville, dans le 20e arrondissement, pas loin de là où moi j'ai longtemps vécu. Et on parlait écologie il y a 6-7 ans, quand on s'est rencontrés. Et je me rappelle très bien que lui, il s'excluait de ces questionnements-là. Il s'excluait de ces questionnements-là en disant « mais ça, en gros, c'est des trucs de classe sociale qui sont pas la mienne, moi, c'est pas mon combat. » Et en fait, on a vachement parlé, mais je dis « mais pourquoi on va s'auto-exclure d'un combat qui pourrait complètement rejoindre le tien ?» Et aujourd'hui, si on regarde de plus près, la question de la tyrannie, du fascisme, de la domination, du contrôle des corps, elle est autant à appliquer dans la façon dont on traite la terre pour des intérêts privés et dont on traite des primo-arrivants, des réfugiés ou des classes sociales beaucoup plus faibles et beaucoup plus précaires qui vivent en banlieue ou dans des quartiers populaires. Donc c'est un accompagnement au long cours avec Slim pour qu'on arrive à aujourd'hui être complètement sur des longueurs d'onde qui peuvent se mélanger. Aujourd'hui, on dirait convergence des luttes. Ouais, mais en fait, exactement. Oui, mais en fait, c'est vraiment un travail de chaque personne pour pas hiérarchiser, se dire ok, la question féministe, mais quand on voit en termes de lutte des classes, ça vient après. Oui, quand on voit qu'il y a les 3/4 de la planète qui sont exploités par quelques blancs, comment on peut penser que la question coloniale, elle vient en même temps que la question féministe. Enfin, toutes ces questions-là, elles heurtent.
Et on a du mal dans les faits et intimement parce que ça vient exploser des émotions qui sont trop violentes à les faire se rencontrer, quoi. Ouais, moi je trouve que c'est ça que je constate aussi. Alors moi, de ma place de quand même parisienne, tout ça, milieu social quand même favorisé, de voir qu'on est chacun dans des bulles malgré tout, même dans des gens très engagés, c'est quand même un peu des bulles. Et je trouve que justement les espaces où ça se mélange, où on se rencontre, il n'y en a pas tant que ça. Et c'est pour ça que c'est très important, je pense, de le voir dans un film, par exemple, au théâtre. Je trouve que le théâtre quand même ça. C'est une super transition. Mais attends, Inès, mais reine de la transition. Effectivement, c'est important de le voir dans les films. Donc là, on n'a pas vu des extraits qui montrent ce que moi, j'ai essayé de revenir dans le cadre. Ouais, là, j'ai envie de montrer après. Et en quoi, voilà, ce cadre, il est politique. Mais effectivement, il y a notre collectif de théâtre dont je parlais en introduction, avec qui on a une écriture, du coup, pour le coup, collective. Et c'est pas du tout mon écriture, c'est mon écriture parmi celle de 4 autres personnes. On travaille en partie, donc on n'écrit pas tous ensemble la même chose. On écrit chacun des morceaux du spectacle qui viennent se coudre les uns avec les autres. Okay. Et là, on est hyper heureux parce qu'après 4-5 ans maintenant de tournée, parce que c'est un spectacle qui a vraiment trouvé une grande résonance chez le public et donc dans les théâtres qui nous ont accueillis un peu partout en France. Là, on rentre de Bordeaux, on a fait 4 soirées incroyables au TNBA. On reprend pour la 3e fois à Paris, encore plus partout tout le temps. Donc c'est l'avantage du doute, notre collectif, encore plus partout tout le temps. Et c'est du 3 au 14 juin à la Maison des Métallos, rue Jean-Pierre Timbaud, métro Couronne, dans le 11e arrondissement. Et c'est du mardi au samedi à 20h, le jeudi à 19h. Et j'invite vraiment tout le monde à venir voir ce spectacle. Voilà, je vais vous lire, comme ça, c'est pas moi qui le dis. Spécialiste des aventures collectives joyeusement méta-théâtrales, le collectif L'Avantage du Doute investit ici le terrain de l'écologie, du développement durable, du catastrophisme ambiant et dissèque nos habitudes à toutes les strates de la société avec discernement, humour et beaucoup d'autocritique. En glissant de tableau en tableau, du plus burlesque au plus réaliste, ils entretiennent une conversation à 5 voix jusqu'à ce que peu à peu les membres féminins du collectif se rebellent contre le spectacle lui-même et tissent des liens bienvenus entre lutte pour la planète et lutte contre le modèle patriarcal, jouissif et rocambolesque. Il y a une histoire, il y a une mise en abîme. Une mise en tiroir. Voilà. Ah, j'adore. Et non, c'est assez... Enfin voilà, c'est drôle et en même temps, c'est pas drôle du tout. Mais vraiment, venez, parce qu'en fait, il faut sortir du déni, il faut sortir de la sidération. Ça, c'est nos deux options. Soit on fait comme si rien n'existait et on reste chez nous et on mate une série, soit on est sidéré et on est tremblant du matin au soir. Enfin, je sais pas, moi j'oscille entre les deux postures. Oui. Mais pour ça, il faut sortir, il faut être ensemble, il faut se réunir, il faut penser. Et le support artistique, c'est un des meilleurs parce qu'il permet la catharsis, le désaccord, l'engueulade, un petit verre après pour continuer à en parler. Et j'invite vraiment les gens à sortir de chez eux, quoi, pour c'est pas facile, venir nous voir mais au théâtre. Il faut ne pas se laisser happer. On est tous addicts aux écrans, mais oui. Parce que tu vois, ton film, justement, dans cet article, il disait que c'était engagé, énervé, peut-être juste engagé, énervé, mais pas cynique. C'est vrai qu'on en ressort en se disant, mais gars, on peut, à notre petite échelle, on peut. Et ça change de série. Si je prends la série qui marche très bien, The Last of Us, moi, elle me déprime. Les séries de science-fiction où c'est la fin d'haricots, avec des zombies et tout, ça me déprime. Parce que je me dis, mais waouh, on y va. Alors que là, on se dit, on n'est pas encore au stade des zombies, des infections avec de la farine et des trucs bizarres qui transforment les gens en champignons humains. Moi, je peux pas vous suivre parce que j'ai arrêté de regarder des séries il y a plus de 10 ans. Moi, je suis contre les séries. Je pense qu'il faut pas exploiter ce qu'il nous reste de cerveau pour spéculer dessus pour le prochain épisode. Je pense que c'est mal. Non, mais c'est vrai qu'il y a des fois où tu te sens instrumentalisé parce que vraiment, il y a 10 épisodes et tu sens qu'ils te font tenir du 1, donc entre les deux, il y en a... Bah oui, mais parce qu'ils ont un truc à nous vendre. Donc voilà, moi, c'est vrai que du coup, en termes de récit, après, il s'est passé des choses merveilleuses dans les séries, évidemment, mais... Attention quand même sur ce que ça veut dire. Moi, la mini-série pour le feuilleton 19e siècle, là, t'as le temps de développer des personnages et c'est génial de pouvoir avoir le temps de raconter des histoires sur plus qu'1 heure et demie ou 2 heures. Mais quand même, dès qu'il y a plus qu'une saison, je trouve qu'il y a... C'est louche. C'est louche. Enfin, c'est pas louche, c'est limpide en fait.
Oui, non, mais ça dépend des séries, évidemment. Mais en tout cas, Mais en tout cas, pour tout ça, pour nous raconter le énième saut apocalyptique, non. Ouais. L'apocalypse, c'est aussi un récit dominant et il faut savoir quand même se dire... Et ça plaît. Hein. C'est ce qui est dingue. Ça plaît parce qu'on c'est est un genre. fasciné par notre propre destruction. Tiens, comment on peut apprendre aux hommes à vraiment prendre leur part, à comprendre que ce que l'enfant du foyer, c'est pas aider, c'est juste normal. Bon, ça, c'est une super question. Déjà, il faut venir voir le film. Non, mais c'est pas juste pour faire de la pub. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que vraiment la question de regarder une œuvre commune ensemble, ça aide beaucoup parce que moi, ça m'est arrivé plein de fois dans mon couple ou avec des amis d'avoir une discussion où l'autre, il écoute même plus parce qu'il entend trop de la même bouche, il entend trop de ma part. Et souvent, une façon qu'on voit bien que l'autre n'a pas compris que c'était un problème systémique, ça veut dire qu'il arrive à tout le monde, et même s'il y a des mecs plus ou moins débrouillards et qu'il y a des contre-exemples, il y en a plein et il faut le dire parce que ça les vexe tellement qu'il faut toujours dire qu'il y a des contre-exemples, qu'ils existent vraiment. En fait, de manière à des statistiques écrasantes, les femmes font 75% de la charge domestique. Je crois que les chiffres de l'INSEE, c'est entre 85 et 2014, les mecs font 5 minutes de travail domestique en plus. Voilà. Donc, c'est l'INSEE, hein, c'est pas... c'est très peu. Donc, effectivement, il y a des choses qui se passent, mais il y a encore beaucoup de travail, même s'il y a des choses qui avancent. Mais surtout, si c'est tout le temps nous qui le disons, le problème, c'est que les hommes qui n'ont pas encore compris dans leur chair que le foyer, c'est un lieu politique où il se passe des choses qui nous concernent tous, parce que moi, j'ai vécu des scènes chez moi dans ma cuisine, et je pense que ma voisine du dessous était en train de la vivre la même en même temps, et ma voisine du dessous... Oui, tout évidemment, oui. parce qu'en fait, on vit la même chose. Ça veut dire quoi, Cathy, ça ? je sais pas, elle doit... Je sais pas, mais c'est peut-être une validation, un petit emoji. Et en tout cas, souvent, les gars, ils vont dire, mais c'est parce que c'est parce que ils vont dire que c'est un problème psychologique ou un problème de caractère, de revendiquer du temps pour soi. Ou en tout cas, une répartition plus équitable du travail domestique. Et effectivement, c'est pas un problème, c'est pas une question de caractère, c'est pas psychologique. Donc, de le voir dans un film... Je pense que ça fait du bien, parce que combien de fois on est comme ça et qu'on dit « Ah bah, combien de fois je te l'ai dit ? Combien de fois je te l'ai dit ?» pour les relous. Et... C'est horrible. Ouais, c'est ça que je dis. Ouais, donc, en fait, c'est pas affreux, passer pour la relou et de service. sorcière. Il faut aller faut montrer des œuvres où on voit que c'est général, quoi. Ouais, non, franchement, oui. Et sinon, il y a des super bouquins. Il faut les supplier de lire des livres féministes. Et du coup, c'est quand même des études hyper sérieuses. Il y a Libéré de Titu Lecoq. Il y a tout le travail de... Enfin, il y a une bibliographie intéressante à... Et après nous, aussi, on bosse, on ramène de l'argent. C'est un cercle... Bah oui, mais là, ouais. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça qu'on nous a un peu genré là-dedans. L'homme ramène l'argent et nourrit, et la femme... Mais tu vois, on n'est plus à la préhistoire, quoi. Non, mais c'est surtout que les femmes travaillent, les femmes aussi apportent de l'argent. Et oui, le cercle vicieux commence, et là où je te rejoins, parce qu'il n'y a pas de congé paternité. C'est un scandale absolu. Donc déjà, c'est un des plus grands... un des plus grands scandales. Donc s'il y avait un congé paternité, déjà il y aurait quelque chose pris de plein pied dès le début, au moment de la naissance des enfants, parce que généralement c'est là que l'inégalité explose. Hein. Grosso modo, quand il n'y a pas d'enfants, ça va à peu près, on peut vivre dans des couples assez équilibrés, mais c'est à partir de la naissance des enfants que les inégalités explosent, quoi. Et donc le congé paternité, et puis après, je pense aussi inverser cette question de l'équité. C'est-à-dire, on a beaucoup pensé l'égalité homme-femme en se disant qu'il fallait que les femmes, elles aspirent aussi à faire carrière, à se penser, à avoir de l'ambition pour elles-mêmes, à se réaliser. Mais on n'a pas du tout incité les hommes à se dire que le soin, l'enfance, les émotions, la puériculture, les métiers de l'enfance pouvaient les concerner aussi. Et aussi, donc avant, il y avait l'enseignement ménager à l'école. Tu sais, on faisait de la couture, on apprenait à faire manger tout. Donc, penser l'égalité, ça a été de le supprimer. Mais penser l'égalité, ça aurait aussi pu être de le rendre, cet enseignement, mixte. Mais oui, que les hommes aussi fassent de la couture. Parce que c'est tout à fait formidable de savoir coudre. Bah oui, je suis content que ça fasse rire José, notre technicien de l'ombre, qui est caché dans le coin. En ce moment même, un petit qui est en train body. de coudre de manière numérique. Coucou tout le monde. Et du coup, peut-être...
il coud de manière numérique, donc peut-être plus viril. Je sais pas, peut-être que là on est sur une couture virile. Voilà. Alors Nancy, alors on a présenté le film, c'était une soirée merveilleuse le titre du cinéma m'échappe, le nom du cinéma m'échappe. Ah, Nancy, trop bien. Il est passé à Nancy déjà le film malheureusement, donc tu peux le voir, il va sortir en DVD, attention, c'est pour les médiathèques, encore beaucoup de gens ont des lecteurs DVD, mais c'est surtout, ça veut dire qu'il va être aussi, il va passer sur Canal et il va être en VOD à partir de juillet, mais ça aurait été génial de le voir en salle, je sais pas comment on peut proposer du coup. Oui, après je voulais montrer l'extrait du personnage quand même génial, parce que on va revenir sur la création de ces personnages incroyables. Du personnage du macho, je sais pas comment tu l'appelles, son Bernard. double. Bernard. Est-ce que vous voulez voir Bernard? On peut montrer un petit bout de Bernard. C'est trop bien. Coucou. Ça va pas? Moi ça va bien. Oh mec, je suis tellement sexy. Je suis le gars de l'année quoi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la baise? Bah c'est ça la baise, hein, ma grande. Je bande, je pénètre, j'éjacule. C'est la trilogie du copain. Hein. Ça commence quand il se dresse, ça finit quand il se baisse. Hein. Mémotechnique, ça rime. Tiens, prends, c'est cadeau. Hein. Ah, un autre conseil, ma grande. Moi, je serais toi, je serais pas trop magouine. Hein. Le plan, nous, on continue même après l'orgasme. Pourquoi vous, les gars, vous feriez pas pareil? Parce qu'on est des gars, hein, justement. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Dire, je suis désolé, mais quand on a joui, c'est fini. Hein. Hop, terminado, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hop, floup, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est comme ça, on va pas remettre en question un système qui date quand même depuis et qui a fait ses preuves. C'est un système qui a fait ses preuves, ça marche très bien, tout le monde est content, nous on est content, a priori vous n'êtes pas content, de toute façon vous êtes quand même jamais contente, hein, globalement, donc je vois pas le problème. Mais tu l'as acheté chez Maüs, ta nuisette, tout est recyclé chez vous? Faut recycler les nichons aussi, hein. On a un gros problème de... Hein, on va dangereusement vers le sud, hein. Je te l'avais dit, hein. L'allaitement, niette. Le tire-lait, surtout pas. Et la tire-lait, et pump, et pump, et pump, et pump, et pump it up, il n'y a plus personne. En plus, je serais toi, se faire troncher à 43 ans, mais c'est déjà merveilleux. C'est magnifique, ça. C'est beau, cet élan vers toi. Putain, mais franchement, t'étais sur du 7-8 sur 10 pendant longtemps. T'as tenu, et puis là, paf, t'es à 5 sur 10, hein, très clairement. Donc, si ton mec, il bande encore sur du 5 sur 10, je serais toi, je ferais pas trop magouine. Alors, est-ce qu'on peut un peu faire un petit moment personnage? Parce qu'il y a donc ce personnage de Bernard qui est quand même génial, les personnages aussi, tous les autres, Cindy qu'on va présenter tout à l'heure dans pas longtemps. C'était des personnages que tu avais déjà dans un coin d'un tiroir de ta tête ou de ton bureau ou au théâtre ou... J'ai inventé les 5 personnages principaux, c'est-à-dire Claire, Elisa, Jeanne, Bastien et le couple d'entrepreneurs Victoire et Amaury. Je les ai inventés, je leur ai donné une première existence au théâtre. Et après, j'ai développé le scénario autour d'eux. Après, la question du double intérieur, ou en tout cas, tu disais tout à l'heure qu'ils sont parfois habillés de manière étrange dans l'HP, etc. En fait, ils ne sont pas toujours habillés de manière étrange. C'est que quand ils font des agoras ou qu'ils essaient de régler certains problèmes qui leur arrivent, soit dans la communauté, soit entre eux, parce que c'est pas le tout collectif. Il y a parfois des gens qui viennent parce qu'ils ont quelque chose à régler dans leur vie et ils essaient de venir le poser dans
dans ces rassemblements. En fait, ils mettent des costumes de cérémonie. Et cette idée du costume de cérémonie, en fait, ça fait longtemps que je travaille en m'inspirant pas mal d'art brut, c'est-à-dire cette manière complètement spontanée de faire de l'art, en fait, qu'on a beaucoup vu dans des hôpitaux psychiatriques, mais pas seulement, de gens qui n'ont pas du tout une démarche d'artiste, mais qui, de manière compulsive parfois, et en tout cas tout à fait spontanée, vont créer toute leur vie. Et ça peut être C'est ça l'art brut. Ouais, moi je me suis inspirée de gens qui ont exprimé leur art, ou en tout cas leur besoin de liberté, parce que souvent cette manière spontanée de créer, c'est dans un rapport à une condition entravée, et donc ça va venir, c'est comme un geste de liberté, de libération. Et il y a des gens qui passent par le costume, qui ont construit, tricoté, fabriqué, conçu des costumes incroyables, soit pour raconter une origine fantasmée, perdue, parce que c'était des gens déracinés, des exilés, à New Orleans, etc. Ça. Il y a à la Nouvelle-Orléans, il y a c'est vraiment quelque chose, quoi. Les costumes, tout à fait. Ça raconte aussi tout le carnaval, qui est un moment d'inversion des valeurs qu'on a connu nous-mêmes en Occident, quoi, avant qu'ils soient tous, en tout cas en France, à part à Dunkerque, supprimés. Un autre qui est un homme de ménage, j'ai vu ça dans une collection d'art brut où il détricotait les chiffons avec lesquels il faisait le ménage dans l'hôpital où il était lui-même interné, et il cousait dans un second temps, bien qu'étant homme, des costumes d'empereur avec les fils de ces chiffons usés. Et en fait, il remettait sa parure pour ensuite faire son métier d'homme de ménage, et donc c'est encore une fois un geste d'être un roi et en même temps dans l'échelle sociale la plus basse. C'était c'est une intervention qui me fait rire, pardon. En tout cas, voilà, la question du double, et ça va me permettre de parler de Bernard, la question du double qu'on a en nous, costumé, du bouffon, en fait, c'est la question du bouffon. On a tous le clown, c'est pas, il y a la question du clown, mais il y a la question du bouffon dans le sens où il y a plein de dominants qui nous colonisent. Le clown, il peut venir un peu nous rendre visite comme un vieux pote sympa. C'est un peu l'ami, l'ami d'enfance perdu, quoi. Ouais. Qu'on a oublié de garder. Bernard, là, celui qui déboule, qui sort du miroir pour venir dire à Elisa, dis donc, tu t'es pas en train de te faire complètement arnaque dans la vie. C'est intéressant, la colonisation de l'intérieur. La colonisation de l'imaginaire, on est tous habités, tout habité. On a tout un Bernard en nous, on a tout ce relou qui nous dit depuis toujours. Alors, en tout cas, c'est charmant ça. L'autre jour, je suis au bar du train et je commande un café et il me dit un petit sucre avec ça. Un petit sucre. Ah oui, voilà. Donc évidemment, c'est rien par rapport à d'autres agressions sexistes ou même sexuelles. Mais évidemment, je pense qu'on a toutes un Bernard en nous, et des hommes ont aussi des Bernards et des mecs qui leur ont fait remarquer qu'ils n'étaient pas assez virils, ou d'autres façons d'être colonisés par peut-être d'autres motifs. C'est pas forcément sur un plan machiste, quoi. Ah oui. En tout cas, oui, l'humour de ce personnage est une façon de mieux toucher le public, c'est sûr, de faire rire, de décomplexer, de mettre les pieds dans le plat. Moi, j'adore être très... à la fois assez intello et en même temps complètement premier degré, pied dans le plat. On va parler de ça, mais évidemment, comment on parle de la question sexuelle, de l'omniprésence de la pénétration, du fait que ça, c'est lentement aujourd'hui encore, et à cause des films où on a vu combien de scènes où tout le monde... où en gros, on nous fait bien comprendre qu'après l'éjaculation, il ne se passera plus jamais rien. Et après, tu enregistres ça comme étant la norme des rapports sexuels. Et qu'il y a une jouissance en à peu près 2 secondes. Oui, et simultanée, collectée, commune. Et, enfin, en tout cas, cette représentation de l'intimité, la représentation de la sexualité a fait beaucoup de mal, en fait. Beaucoup de mal aux jeunes, beaucoup de mal aux couples qu'on a formés, qu'on forme. Et parfois même, on n'ose plus se dire rien du tout parce que ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble que je pense que... Donc moi, je me suis dit... Avec un personnage comme Bernard, on met les pieds dans le plat. Si par chance, il y a des couples qui viennent voir ce film, peut-être qu'ils pourront prendre conscience de trucs sans... je me dis, ça va les aider, quoi. Enfin, moi, je pense aux gens, je me dis, au moins Bernard, il va permettre
à une meuf de dire un truc que peut-être elle n'ose pas dire à son gars parce que ça fait 15 ans qu'ils sont ensemble et ils se sont jamais dit, dis donc, il n'y a pas que le... Si, parce qu'en fait, tu peux avoir du plaisir. Oui, en câlin, sûr. Voilà. Donc, en tout cas, effectivement, l'humour, ça aide à faire passer beaucoup de choses. Et c'est Claire Dumas qui a inventé ce personnage. Moi, c'est Claire, donc c'est l'homme qui se plaint à côté. Elle a accepté de lui donner une existence cinématographique. Quand je lui ai demandé, et quand je lui ai dit, écoute, c'est un film qui a aussi une ode à l'imaginaire, il faut qu'à un moment donné, ce soit les personnages qui prennent le pouvoir. Est-ce que tu veux bien que Bernard nous rejoigne ? Voilà. Non, c'est parce qu'en plus, le côté de faire passer un personnage qui était sur scène au théâtre, au cinéma, c'est pas forcément toujours évident, mais ça passe vraiment très bien. Parce que dans le film, il y a il y a cette question du double, cette question de la colonisation de l'imaginaire, cette question du costume. Oui, non, parce que si je te pose aussi autant de questions sur l'écriture collective, c'est parce que j'ai fait une BD où on a fait une écriture collective. Ah ouais ? Ouais, mais ça a été un peu comme, c'est-à-dire avec les mêmes questionnements de est-ce qu'on va tout écrire ensemble ou est-ce qu'on va se répartir les personnages ? En fait, les choses se répartissent, soit par scène, soit par personnage. Mais on n'était que 3. Vous êtes combien ? 5. Et franchement, c'est quand même... vous êtes toujours amis. En fait, au départ, on n'était pas amis. Donc déjà, il n'y avait pas d'enjeu d'amitié à briser quand on a commencé à travailler ensemble. Ce qui est très important parce que les débuts étaient très durs, on n'avait pas de garde-fou, on voulait pas froisser les autres et du coup, on prenait sur nous, ça nous faisait très mal. On cherchait le consensus et le compromis, ce qui est jamais une bonne chose parce qu'en matière artistique, tu as plutôt envie d'être radical, d'aller au fond de ta proposition, de ton intuition. T'as pas envie de dire ah bah oui, j'enlève tout ce qu'il y a d'original et de bien pour que ça trouve le même terrain que toi et toi aussi tu vas enlever tout ce qu'il y a d'original et de bien pour qu'on ait un terrain commun et ça va être tout mou, tout nul. Ah oui, c'est lissé après. C'est complètement lissé. Et du coup, il y a eu un seul spectacle qui s'appelait Le Bruit court que nous sommes plus en direct où on a essayé d'écrire une histoire en commun qui était super, mais en fait après on a redécidé comme sur nos 2 premiers spectacles de réécrire de manière où chacun était maître à bord de sa partie. Et de plutôt accentuer nos différences et de les faire dialoguer entre elles plutôt que d'essayer d'aplanir ce qu'on voulait faire parce qu'en fait on est trop différents. Donc on est devenus amis au fur et à mesure des années et aujourd'hui il y aurait un enjeu d'amitié et j'en parle dans le film et voilà, mais réel et très fort. Mais au départ on s'est réunis, on se rencontrait dans un stage. Donc on n'avait pas le même âge, on n'était pas potes, on n'a pas fait une école ensemble, on n'était pas dans une promo. Et ça, c'est pour revenir à ce qu'on disait sur les séries, je pense que l'écriture, parce qu'ils font de l'écriture, ils chantent des poules de scénaristes, des poules de scénaristes, mais à l'inverse justement de l'écriture collective, où, comme tu dis, en fait l'idée c'est de garder sa spécificité, voire même d'aller au bout. Mais ensemble, là ce qui se fait dans les séries, je pense c'est vraiment en fait lissé, puis souvent il y a quelqu'un qui décide, donc c'est vraiment l'inverse. C'est intéressant comme réflexion. On va peut-être faire l'écriture collective sur Netflix. Enfin bon, autre sujet. Alors, quand même, on est... Quelle heure il est, ça ? Enfin, il faut... Tu peux peut-être montrer un plan de l'HP ? Ah oui, juste qui voit le lieu et le nombre de gens différents dedans. Besoin de 2 volontaires pour réparer 3 marches sur l'escalier est. Ça vous intéresse quelqu'un? Ouais. Ça. Et là? Ouais, merci. Rituel grosse maman à 14h, on est bon. Petit cadeau de Ginou. Je me célèbre moi et mes vérités seront tes vérités. Car tout atome qui m'appartient aussi à toi. Une chambre peut vous être mise à disposition pour les 3 jours, en échange de quoi vous avez l'obligation de participer au travail de la vie quotidienne, ménage, linge, maraîchage, et d'assister, mais sans obligation d'y prendre part, à un atelier collectif 1 fois par jour. Voilà, c'est vrai qu'on insiste beaucoup sur cette présence aux ateliers, même en simple visite. Oui, je connais, moi aussi je travaille dans le social. Très bien.
Je veux dire, moi, c'est juste pour dépanner. Oui. Alors voilà. Donc là, vous avez l'emploi du temps pour les 3 jours. Et alors, est-ce que je vous laisse une lampe torche pour aller voir les tritons la nuit? Ils sont en pleine période de reproduction, c'est splendide. Non? Avec plaisir. Très bien. Alors suivez-moi. Juste quand même, le personnage de Cindy. Monsieur Falco, bonjour. Bonjour. Nous avions rendez-vous. Vous savez qu'il n'y a pas de chef ici. En ce moment, le consortium, c'est nous 4. Très bien. Super. Alors, monsieur le maire vous a proposé de vous reloger dans l'ancienne à Logrin avec une location à Baillon, n'est-ce pas? Bon. C'est un beau bâtiment. Hein, il vous a pas proposé la MJC? Certes. Monsieur Falco, on ne va pas tourner autour du pot. On ne part pas. Et vous avez raison. La proposition de monsieur le maire ne tient pas debout. On dirait qu'il n'a pas le sens de l'équité, qui est pourtant une de nos valeurs communes. C'est justement pour rétablir cette équité que je propose de vous offrir, en plus du relogement, une bourse de 4 fois le montant de votre subvention annuelle. J'ai cru comprendre que vous vouliez augmenter votre capacité d'accueil. Alors, l'accueil, voilà encore une chose que nous avons en commun, Cindy. Ce qui réunit l'hôpital et l'hôtel, c'est bien l'hospitalité. Je vous jure que la F Signature prendra soin de ce lieu à la hauteur de l'engagement qui a été le vôtre pendant toutes ces années. Tenez. Mettez ça. Voilà. Notre 5 étoiles s'inscrit dans un projet plus vaste de slow tourisme éco-conscient. C'est se déconnecter, ralentir et rendre hommage, oui, rendre hommage à ce territoire de pêche en faisant un haut lieu du luxe humble. Alors, ceci est un monorail japonais électrique qui permettra à nos aînés de rejoindre la plage et nos lodges. Les vélos seront mis à disposition des plus jeunes. Dispositif 100% décarboné. Non. Voilà, donc comme ça, là, vous avez vu Cindy, qui est moi, mon personnage préféré, personnellement. Et puis surtout, l'opposition entre les habitants de l'HP et Amaury qui veut créer sa réalité à lui, quoi, en fait. Voilà, c'est encore une fois ça, si tu le montres de manière... Alors, ce personnage d'Amaury est aussi extrêmement bien écrit, extrêmement bien joué, et mené pour montrer cette personne qu'on peut voir comme un ennemi, mais qui va aussi, en fait, changer tout au long du film. Là, on résume rapidement, mais on part quand même du mec qu'on voit comme le mec, qui est l'entrepreneur ultra-libéral, pas déconstruit, clairement, mais qui est en souffrance. En fait, j'avais vraiment envie déjà qu'il y ait toujours un humanisme derrière les descriptions de violence que je fais, donc effectivement... laisser la rentabilité comme étant l'unique critère qui permet de juger les activités humaines, ça... je veux dire, il y a une grande destruction qui sort de ça. Et évidemment, on nous répète à longueur de journée que c'est la norme et que c'est pas idéologique. Donc moi, j'essaie de dire pendant tout le film que c'est idéologique. Donc que ça pourrait être autrement. Après, derrière les faits et derrière les situations que je m'échine à décrire de la manière la plus précise et la plus subtile possible, et en même temps de manière très frontale, parce que c'est là que se trouve mon engagement, j'ai toujours un humanisme. Ça veut dire que déjà, c'est Nadir Legrand qui joue Amaury, c'est quelqu'un que j'aime, avec qui je travaille depuis longtemps, et surtout qui n'est pas redondant avec le personnage. Et en fait, il n'est pas redondant avec le personnage parce que des bourgeois ou des entrepreneurs ou des décideurs ou des hommes d'affaires, il y a plein de sortes différentes. Il y a des gens qui vont ressembler au Google Images quand tu tapes homme d'affaires, et puis il y a des gens qui ne ressemblent pas du tout à ça. Et du coup, si on était dans un cadre un peu de film traditionnel, je pense pas qu'on m'aurait proposé Nadir Legrand pour jouer ce rôle-là. Et moi, ce qui m'importe, c'est que du coup, il va créer un hiatus entre lui comme acteur et le personnage. Et dans ce hiatus-là, il y a toute l'humanité que moi, j'ai envie de continuer à raconter.
et c'est pour ça que c'est humaniste, c'est que j'ai envie de croire au changement, pas forcément d'une classe sociale qui défend ses intérêts bec et ongle, mais en tout cas, à travers un personnage, de montrer la façon dont potentiellement il fasse... voilà, le capitalisme fabrique de la souffrance à grande échelle, y compris sous nos corps, qui sont notre manière de faire corps avec la nature et d'en faire partie. Et à travers cette souffrance-là, j'ai surtout non pas envie de dire que les mecs qu'on a l'argent sont aussi des gens qui peuvent potentiellement souffrir, qui n'est pas fondamentalement ma porte d'entrée. C'est plus que j'ai envie qu'on arrête de s'identifier à ça comme étant la seule réussite possible. J'ai envie que tous les jeunes hommes, ils arrêtent de s'identifier à des gars qui ont de la thune et qui exhibent leur bagnole et leur meuf et leur montre comme étant leur dernier fait d'armes. Enfin, j'en peux plus, quoi. Donc, de montrer la façon dont il était brisé par une réussite sociale obsessionnelle. Oui, c'est on voit, en fait, on sent dès le début, moins dans sa femme, qui a l'air, elle, d'être peut-être bien dans ça, mais lui, on voit que ça va pas, et que, au final, les personnes qui vont l'écouter, c'est pas son entourage depuis longtemps, c'est Cindy, notamment. Cette scène où il arrive, parce qu'il a une infection urinaire, donc c'est bien compris, hein. Et elle va essayer de le soigner, ça, vraiment, voilà, médicaments, mais en fait, elle va l'écouter aussi. Et et on voit dans le jeu, évidemment, du comédien qui est génial, que on a l'impression qu'on l'a jamais écouté. En tant que... Et c'est hyper touchant. Et je pense que... Moi, je me dis souvent qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, et de conflits, et de personnes qui ne peuvent pas communiquer, voilà, parce que ils ne sont pas écoutés, entendus comme ils le voudraient. Et comme tu disais avant, parfois, il y a un mot qui va braquer, et l'autre n'écoute plus. Il y a un mot qui va braquer, et puis là, ce que tu es en train de faire, c'est que tu mets sur le même plan la question humaine et la question politique. Et c'est ce qu'il faut, je pense, qu'on fasse. Parce que nous, on est quand même dans une tradition où on sépare l'homme de l'artiste, on sépare ce qu'on fait et ce qu'on dit, on sépare le psychologique de la carrière professionnelle. Et du physique aussi. C'est absurde. Je veux dire, si on avait... Enfin, voilà. Je pense qu'il y a des comportements dans l'exercice du pouvoir qui, peut-être, seraient évités si tout le monde s'occupait de sa santé mentale dès le plus jeune âge. Oui, absolument. Bon, alors on va pas encore tarder beaucoup. Juste peut-être terminer sur le sujet en fait de la production de films indépendants, de sujets indépendants, de fait de pas choisir d'acteurs forcément hyper bankable. Et c'est génial. Vraiment, merci. Au nom de plein de comédiens et comédiennes, je pense. Ça fait plaisir en fait de voir des super comédiens qui sont pas ceux qu'on voit tout en tournée. Mais qui devraient, ce serait bien de battre en tournée. Et vu qu'il y a eu Cannes en plus il y a pas longtemps, donc on était vraiment plongé dans le système. Même si maintenant, je sais pas si tu as vu que cette année, c'était interdit d'avoir des signes politiques. Donc c'était interdit enfin, c'est très étrange, mais pour pas qu'il y ait de happening, mais a priori, voilà, pas de kéfier par exemple, vu que c'est dans l'air du temps là. Mais voilà, plein de choses comme ça. Les tenues aussi. Alors c'est bien parce que maintenant on est plus obligé d'être en talons quand on est des femmes, mais en fait ça impose aussi des choses, il faut être quand même bien sapé. Les tote bags ça passe plus. Il ne s'est pas passé des gens avec des tote bags pour monter les marches. Voilà, bref, donc vu que tu as fait ça, ça fait le lien avec comment tu fais, et j'espère que tu vas pas lâcher, le cinéma indépendant. Non, c'est une question qui est compliquée parce que le cinéma c'est une industrie. Et donc, c'est vraiment un art où la loi du marché... donc, il y a une politique publique dans le financement du cinéma, mais il n'y a pas de politique publique en termes de sortie. C'est-à-dire, aujourd'hui, si on va au théâtre, tant qu'il reste une politique culturelle pour les théâtres qui est extrêmement menacée, mais voilà, la question de la rentabilité, la question des entrées n'est pas un sujet. C'est-à-dire qu'il y a un financement de la création contemporaine qui est indépendant de sa rentabilité. Ce qui est en fait une décision, ce qui est une vision du monde, ce qui est voilà, vraiment une décision de service public pur, quoi. C'est pas la même chose au cinéma. Au cinéma, un film qui est dernier de la classe, parce que je prends ce paradigme à dessein, parce qu'aujourd'hui, on va beaucoup juger les films sur leurs notes sur Allociné, donc on est noté, on a des étoiles, on a des noms. Avant ça, il y a déjà tout ce système de notation qui est délirant, c'est-à-dire, je veux
veux dire, déjà, la mise en compétition des œuvres les unes avec les autres me semble complètement dingue. Donc, chaque film est un univers, chaque œuvre est un univers. Donc, déjà, la mise en compétition, je trouve que c'est compliqué. Mais en plus, la notation, maintenant, qui a complètement déboulé dans tout, évidemment. Et ensuite, on a, comme tu dis, le nombre d'entrées et le coup près qui tombe. Que tu sois un film d'auteur ou que tu sois un blockbuster. Tu es dans la même cour d'une certaine manière. Donc c'est compliqué de faire un film qui interroge le système pour le système. Voilà. Donc, je suis dans un paradoxe, mais je suis pas la seule. C'est vu comme le cinéma lui-même. Hein. Mais t'as trouvé... alors, producteur, c'est vrai que c'est le distributeur qui est le gros moment de... Au moment de la sortie. Ouais, c'est pas simple, mais oui, après, pour l'instant, j'ai des gens qui m'ont fait confiance. Enfin, ça veut rien dire faire confiance, mais je veux dire qui ont eu, comme moi, l'intérêt de suivre mon projet, qui est total, qui est aussi une façon de faire, une façon de concevoir, de penser les acteurs, de penser la collaboration, de penser aussi le moment du tournage comme étant un endroit où on prend soin les uns des autres, tu vois, d'essayer de pas disjoindre toutes ces questions-là, quoi. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de sous sur les tournages, parce que du coup, la violence économique, ça fait une violence potentiellement humaine. Donc voilà, moi, j'essaie d'être cohérente avec tout ça. Travailler avec un collectif, ça fait que tu es vue tout le temps quand tu exerces ton travail. Donc ça déplace les choses, c'est vachement intéressant. Mais il y a peu de gens qui sont sensibles profondément à la manière de faire et à la cohérence que tu essaies de mettre entre les scénarios que tu écris et la manière que tu as de réaliser les films et de les produire. Moi, je trouve que c'est passionnant. Je trouve que c'est aussi là que se situe l'engagement. J'ai vraiment du mal à accepter le trouble entre des discours et des propos et peut-être même des scénarios et des façons de faire ou de se comporter ou d'après venir disjoindre ce que tu dis dans un scénario et l'arène dans laquelle ton film va être présenté. Bon, voilà. Ouais. Et tu sens quand même qu'il y a une évolution dans ce sens-là ou pas de ce que tu... Je sais pas, de ce que tu vois. Moi, je trouve qu'il y a une évolution, c'est-à-dire que les gens vont de moins en moins au cinéma. La curiosité, elle est abîmée. Ah oui, donc dans le mauvais sens, l'évolution. Ouais, okay. Elle est abîmée parce que les gens restent chez eux, parce que comme quand on paie des plateformes pas chères, ça te coûte 4 € par mois, donc tu vas plutôt être curieux sur tel ou tel truc qui va te permettre de pas sortir de chez toi. Alors que c'est plutôt des endroits où les récits sont nivelés, ou sont laminés, sont assez formatés, on en a déjà parlé. Donc du coup, elle n'est pas cinéphilique, la curiosité aujourd'hui. Et en plus, nous sommes épuisés, puisqu'on a nos vies, nos engagements, peut-être nos familles, etc. On veut tout bien faire, on est sursollicité. En plus, on a une e-vie un peu en parallèle avec le téléphone et les réseaux sociaux. Donc je pense qu'il y a des situations d'épuisement qui nous dépriment, qui créent de la déprime et qui font qu'on ne sort pas, alors même que c'est en sortant et en étant ensemble qu'on va recharger, être de nouveau dans le monde, en fait. Et que ça donne de l'énergie. Donc je suis assez... Voilà. Pessimiste. Non, je ne suis pas pessimiste, mais je pense qu'il faut se battre et qu'il faut prendre conscience de ce qui est en train de se passer au cinéma. Parce qu'on dit oui, les gens retournent voir des films et tout. L'écart, c'est à l'image du reste. C'est-à-dire que le fossé entre les films qui vont faire le moins d'entrées et ceux qui vont faire le plus d'entrées, il est de plus en plus grand. Et les films qui en font beaucoup, il y en a de moins en moins. Et ils raflent tout parce que là, ils raflent aussi toute la médiatisation et toute la lumière. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui avaient envie de voir le film parce que peut-être ils avaient beaucoup aimé le premier, Tout ce qu'il me reste de la Révolution, et qui n'ont même pas su qu'il sortait. Tu vois, parce que c'est la première fois en 20 ans que je passe pas sur France Inter, par exemple. Tu vois. Ah, mais et tu sais pourquoi ? Mais parce que les... C'est vrai que c'est très France Inter comme film. Enfin, je dis ça. Est-ce que c'est bien de le dire aujourd'hui ? Je sais pas, à une époque c'était bien. Parce que France Inter change, parce que j'imagine que les émissions où des gens qui sont plus débutants mais pas non plus hyper connus, donc cet entre-deux, il y en a de moins en moins où tu peux peut-être exister, parce que la contre-culture, elle s'est aussi faite décimer par ailleurs, et que chacun va créer sa propre émission ou son propre podcast. Basé sur et qu'il a aussi besoin d'exister. Donc, est-ce qu'il n'a pas aussi besoin d'avoir des gens connus pour pouvoir avoir aussi une visibilité sur son message ? Donc, voilà. Moi, j'interroge vraiment la diffusion et la façon de se rendre service, en fait, quand on a décidé d'être quand même critique vis-à-vis du système, ou en tout cas avec des envies d'originalité, de décalage, etc.
de mélange des genres, enfin tout ce que j'essaie d'aborder dans mon cinéma. En tout cas, je pense que c'est difficile. Et en fait, je le vois aussi parce que moi, je passe tellement de temps à défendre mon film que ça m'empêche aussi d'avoir le temps d'aller découvrir des nouveaux trucs au théâtre, des nouveaux films, des nouveaux talents. Et ça me crève le cœur, quoi. Donc, en fait, je vois bien que on est dans notre couloir parce qu'on est... Donc, je pense qu'il faut continuer à essayer d'avoir un œil sur ce que font les autres et de se serrer les coudes un maximum, quoi. Et de soutenir ce genre, justement, d'art, de projet. Donc, vraiment, pour celles et ceux qui sont là ou qui regarderont la vidéo, sachez qu'il y a des projections avec des discussions ensuite et c'est vraiment très intéressant. Voilà. Et si vous voulez faire venir le film vers chez vous, c'est plus ou moins possible. Il faut quand même s'organiser, il faut aller demander au cinéma, mais je pense qu'à partir de plusieurs personnes qui demandent aussi le passage du film, peut-être qu'une projection peut être envisageable. Mais ça pourrait être une solution, ça, dans l'absolu, parce que je voulais qu'on termine en te demandant si tu avais une baguette magique ou un souhait ou une demande à faire aux gens, ou peut-être au ministère de la Culture, pour aider plus, justement, ce genre de projet. Aider, il a une sortie tout à fait... Mais que ça soit... ou d'autres projets comme ça. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Donc il y a même des salles qui voudraient le reprendre, mais il y a tellement de films et il y a tellement de propositions. Donc ça, c'est une réalité. Et après, moi, c'est plutôt ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment les œuvres peuvent à nouveau s'inscrire dans la durée et comment sortir du très 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 court-termiste. De la promo. Très 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 court-termisme. Avec cette loi du marché qui, au bout de 4 jours de sortie, peut décider du sort d'un film. Autrefois, il y avait quand même des cinémas de quartier qui permettaient d'avoir des films au long cours et de permettre à un bouche-à-oreille pur de s'installer. Aujourd'hui, si un bouche-à-oreille ne s'installe pas, s'il n'y a pas en plus... Il n'a pas le temps de s'installer en 2 jours. S'il n'y a pas en plus un gros effet focus avec une médiatisation très forte, ce qui avait eu lieu sur mon premier film d'ailleurs, qui était vraiment un outsider total et qui a créé la surprise, parce qu'on a sorti une sortie de piste, on a fait 100 000 entrées, alors que... On n'avait rien et on avait quand même, mais on avait de la presse, on avait des avant-premières Télérama, donc en fait c'est un concours de bouche à oreille de gens qui se disent va voir ce film et de mise en lumière. Les gens seuls, avec pas beaucoup d'entrées le premier jour, n'ont pas le temps de créer l'effet boule de neige. Bon voilà, moi je réfléchis, j'ai envie de créer des soirées hospitalité permanente. C'est d'ailleurs en ce sens que j'ai créé ces 4 premières rencontres débats avec Titu Lecoq, Victoire Toyon et les sociologues dont je vous ai parlé. Et j'aimerais bien instaurer ça à la rentrée, au moins une fois par mois, et d'avoir un rendez-vous humble, mais en tout cas où les gens peuvent se dire, bon alors ça sera sur un seul territoire, parce que évidemment je peux pas vivre et à Paris, et à Nancy, et à Montreuil, et à Marseille. Et si ça prend, après ça pourrait être exporté par d'autres personnes, peut-être. Peut-être, mais bon, ça veut dire qu'il faut faire venir des gens à chaque fois. Ouais. Mais il y a une demande, parce que je vois, en fait, tu vois, en étant un peu partout, il y a une amie justement de José qui est comédienne, qui a organisé une soirée hyper sympa autour de la Belle Verte. Tu vois, tout est cool, on était posés, mais on n'était pas très nombreux. Mais, et j'en vois d'autres. En fait, on est très nombreuses à vouloir faire ça. Et en fait, on n'est pas ensemble parce que chacun pense en effet à son... Donc il faut qu'on se rassemble. On a des envies communes. Enfin, pas tous et toutes, mais voilà, je le vois. Donc, ok. Donc, un petit mot de la fin, un coup de gueule ou un coup d'amour. Non, un coup d'amour. Venez au théâtre, venez au cinéma. Ah, attends, mais je vais répondre juste. Où est-ce qu'on peut vous suivre ? Alors, nous, on a un Instagram, la compagnie et le film, pas personnel, mais qui s'appelle... Attends. Oui, c'est vrai, bonjour l'asile. Bonjour... Attends, je suis vraiment la pro des réseaux. Bonjour l'asile, tout attaché, point avantage du doute, tout attaché. Donc ça, c'est mon travail de cinéma et de théâtre où on essaie de relayer. On a aussi un site qui s'appelle l'Avantage du doute, tout attaché. Et là, vous aurez toutes les infos sur nos pièces. Sur Instagram, Facebook et un site, l'Avantage du doute. Est-ce que j'oublie quelque chose ? Non, je crois pas. Après, il y a certains comédiens qui ont une page. Je crois que Claire, elle a une... page. Claire Dumas qui joue Elisa. C'est Claire _ Dums, D-U-M-S, et il est sur notre Instagram. Ah oui, stalker les gens, quoi. Mettez leur nom, chercher. Non, et puis sinon, il y a Umeco, hein, vous voyez, vous pouvez suivre. Il y a des vidéos, des petits extraits qui sortiront de ce live et aussi un gros extrait. N'hésitez pas à le partager. Voilà, s'il y a des personnes qui peuvent être intéressées par ces sujets.
Et puis voilà, je crois qu'on a bien fait le tour. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Et bisous à Nancy. Ouais, bisous à Nancy.